La culture nigérienne à l'honneur hier soir à travers le vernissage de l'album Fraternité. Le deuxième du groupe musical Soga, un public très intéressé, avait pris part à événement dont la première dame Hadja Aïssata Issoufou était la marraine. La première force politique du Niger, le PNDS Taré, a débuté les travaux de son 6e congrès ce matin à Niamey. Une affluence exceptionnelle de participation des sympathisants, militants, amis et camarades du Parti Rose au Niger et d'ailleurs y étaient. Autre rassemblement à la place de la concertation de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR. Le chef de file de l'opposition a prononcé une importante allocution, dont de 3 ambulances médicalisées pour 3 communes de la région d'Agadez. Le ministre de la Santé publique, Manoua Gali, les a réceptionnés hier matin, un don d'une société de recherche minière de la place. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons cette édition aujourd'hui avec de la culture nigérienne, mise en exergue hier avec cette soirée de vernissage du deuxième album du groupe musical Soga, album intitulé Fraternité. La présentation de cette œuvre s'est déroulée hier soir au palais des congrès de Niamey sous le regard intéressé de la première dame Hadja Aïssata Issoufou, marraine de l'événement. Abdourazak Amadou, Mohamed Soumana. Après la présentation du groupe Soga, le spectacle a débuté devant environ 1500 personnes ayant pris part à ce grand rendez-vous de la culture nigérienne. C'est dans une ambiance conviviale, empreinte de joie, que le groupe Soga a tenu en haleine pendant plus de 2 heures d'horloge. Vraiment, le groupe a répondu à mes attentes. Je trouve que le second album a été meilleur que le premier et c'est ce qu'on attend des artistes. J'apprécie beaucoup ce qui s'est passé aujourd'hui. J'apprécie vraiment le groupe Soga. Sinon, d'habitude, moi, les musiques, c'est pas mon cher. Mais j'ai toujours aimé le groupe Soga. J'ai fait qu'aujourd'hui, j'ai fait le déplacement pour venir voir ce qui se passe aujourd'hui. Vraiment, on est très contents. Tout le public est content. Et ils nous ont montré des prestations vraiment qu'on ne s'attendait pas. C'était une soirée en fait assez riche en culture. C'est magnifique, ce nouvel opus du groupe Soga a été magistralement bien travaillé. Nous ne pouvons que leur souhaiter tout le grand succès. Je suis très content d'être choisi parmi les artistes, de venir soutenir Soga. Il y a 6 ans, la sortie du premier album. Et depuis, les Nigériens attendaient en fait la sortie d'un second album. Ça a pris assez de temps, mais je pense que la sortie est une réussite de par la qualité du produit. En marge de ce vernissage a eu lieu la remise des témoignages de satisfaction par le ministre de la Culture aux récipiendaires Souley Dodo et Oumarou Haderi, ancien ministre de la Culture, au service rendu au groupe Soga et à la culture nigérienne en général. L'auteur de cette célèbre chanson, devenue l'hymne de la jeunesse, Samari de Yamatan Niger, au festival de Zender en 1976. Une partie à Niamey, la pose des voix et des instruments, la correction des voix et des instruments à Bamako, et on a fini l'album à Paris. À mon avis, musicalement, le groupe a mûri. Je dis vraiment félicitations au groupe Soga. 2014, ça sera les clips. En plus de l'audio, ça sera les clips. Et on va faire en sorte que les gens, tout le monde apprécie ce que nous avons fait. Pour aller de l'avant, pour que la culture nigérienne vive, pour que le Niger aille en avant à travers sa culture. Cette grande soirée de vernissage de l'album du groupe Soga, placé sous le signe de la paix, et l'on sait fort bien que c'est intitulé et bien choisi. Ce vernissage a pour thème la paix. Et vous savez, en ce moment au Niger, la denrée la plus dont nous avons besoin, c'est la paix. Et la paix, c'est non seulement pour le Niger, mais pour l'Afrique entière. C'est pour apporter ma petite contribution par rapport à cette quête de paix que le groupe Soga a. Parce que, en plus, je vous informe aussi que je fais partie du groupe des premières dames d'Afrique pour la paix. Ça s'appelle Peace Mission et donc nous avons notre siège à Abuja. Donc je soutiens la paix, ça n'a pas commencé aujourd'hui et je continuerai à le faire, que ce soit au Niger ou ailleurs. Une façon d'apporter une touche à la culture nigérienne, le CD de la soirée a été vendu à 600 000 francs CFA au député d'Andigé, preuve de l'intérêt qu'accordent les Nigériens à leur culture.
De la politique à présent dans cette édition, avec tout d'abord l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie, la République ARDR qui a tenu ce matin un meeting populaire à la place de la concertation de Niamey. À cet effet, une importante allocution a été prononcée par le chef de file de l'opposition, le président du mouvement national pour la société du développement MNSD Nassara, membre de la RDR, allocution dont je vous invite à suivre. Le présent meeting se tient dans un climat délétère créé par la décision scélérate du gouvernement d'interdire toute manifestation de l'opposition. Le Conseil d'État a suspendu cette décision, mais ne l'a pas annulée. Ainsi, on est bien loin, très loin, des promesses du candidat du PNDS Tareya à la présidence de la République, qui promettait de définir et respecter le statut de l'opposition et qui affirmait son intention de respecter scrupuleusement les dispositions constitutionnelles tout en reconnaissant que les partis politiques de l'opposition doivent constituer un véritable contre-pouvoir pour la sauvegarde des valeurs démocratiques et républicaines. Le seul mérite de la mesure d'interdiction de manifestation faite à l'opposition, et quel triste mérite, est de venir s'ajouter à la liste chaque jour plus longue des forfaits du régime. Le président Issoufou Mahamadou détourne le débat et se réjouit fièrement de ce que depuis 2011, le Niger améliore chaque année son taux de perception de la corruption élaboré par Transparency International, en passant de la 134e place en 2011 à la 106e place en 2013. L'ARDR appelle toutes les forces démocratiques à prendre leurs responsabilités, toutes leurs responsabilités. Ouverture ce matin au palais du 29 juillet de Niamey du 6e congrès ordinaire du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tareya. Ce congrès de la première force politique du pays a enregistré une mobilisation exceptionnelle, rassemblement au cours duquel le comité exécutif national du Parti Rose sera renouvelé. Moussa Yahya. Ce sont des milliers de militants et sympathisants du PNDS Tareya en provenance de toutes les 8 fédérations régionales du Niger, mais aussi de 16 sections de l'extérieur qui ont pris d'assaut le palais du 29 juillet ce matin à l'occasion de l'ouverture du 6e congrès ordinaire du Parti Rose. C'était en présence des représentants des partis amis venus des 4 coins de la planète, des leaders des partis alliés de la MRN et de l'ARC et des représentants des organisations de la société civile. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, qui a soufflé ses 23 bougies il y a exactement une semaine, tient ce 6e congrès dans un contexte particulier de maturité et de responsabilité. En effet, après plus de 2 décennies de dur labeur, de persévérance sanctionnée par le succès suprême qu'un parti peut espérer, c'est-à-dire placer son candidat à la tête de l'État, l'heure est à la consolidation des acquis. C'est pourquoi, dans son discours de bienvenue, le président du bureau exécutif fédéral de Niamey, Ila Hatimi Aya, a salué le courage de tous les militants avant d'appeler à un consensus fort pour mener la barque à bon port. Quant au président par intérim du parti, Mohamed Bazoum, tout en saluant la persévérance de tous les militants, il a loué les qualités de meneur d'hommes et d'hommes d'État du président Mahamadou Issoufou avant d'évoquer les nouveaux défis qui se posent au PNDS, parti au pouvoir. Nous avons aujourd'hui la responsabilité de tenir un pays, de gérer un État et de préparer par conséquent l'avenir des générations futures. Notre pays étant très pauvre, nous avons la mission de travailler à le sortir de cet état en mettant en place l'énorme potentiel de ses richesses naturelles et de la génération de la population. C'est dans cette perspective que nous avons formulé le programme de la Renaissance que le camarade Issoufou a soumis au verdict du peuple au cours de la campagne de l'élection présidentielle de l'année 2011 et qui lui a valu les suffrages majoritaires grâce auxquels il est aujourd'hui président de la République.
notre première priorité a été de consolider les fondements de la démocratie, de raffermir les bases de l'unité nationale, d'assurer la paix et la sécurité et de promouvoir une gouvernance de qualité susceptible de faire évoluer notre pays dans le sens du développement économique et du progrès social. Aussi, après avoir dressé un bilan élogieux de la gestion du pays par le parti et son candidat devenu président de la République sur la base de son programme dit de la Renaissance, le président par intérim du PNDS Tareya s'intéressa à la vie du parti lui-même. De sa création à aujourd'hui, le PNDS a effectué un bond qualitatif impressionnant et les vertus qui l'ont conduit à ce résultat doivent être cultivées davantage. Mohamed Bazoum n'a pas été complaisant sur des insuffisances qu'il faudra corriger et maintenir ainsi la performance aux prochaines élections. Pour ce faire, il propose un certain nombre de pistes de réflexion aux congressistes. Dans le détail, les principales innovations que je propose aux congressistes consistent 1. À élargir le présidium du SEN en vue de renforcer ses capacités d'analyse, d'appréciation des événements et de prise de décision. 2. Créer 2 nouveaux secrétariats, l'un chargé de la politique du parti en matière de décentralisation et de développement communautaire, parce que notre pays est en train de faire une expérience qui aura effectivement avancé, et le deuxième chargé de la politique en matière d'environnement et de cadre de vie. Ce faisant, nous prendrions mieux en charge la modernisation de nos villes, à travers notamment, pour ce qui concerne Niamey, du programme Niamey-Niala, et l'assistance aux communautés de base en vue de l'accroissement de leurs revenus. 3. Redynamiser le comité central en faisant une large place aux membres élus par le Congrès afin qu'ils se sentent à cet effet plus responsabilisés. 4. Restructurer l'organisation du parti au niveau régional pour faire de la commune le principal centre d'animation et de mobilisation du parti. Ainsi, désormais, les communes seront érigées en sections et les départements seront de coordination de sections. 5. Rationaliser l'organisation du parti à l'extérieur en définissant le nombre de militants à partir duquel les adhérents résidant dans un même pays peuvent s'ériger en sections avec voix délibérative au Congrès. 6. Préciser à travers nos textes des tâches spécifiques confiées à chaque membre du comité exécutif national pour éviter les conflits de compétences et faciliter l'évaluation de la performance de chacun des camarades qui aura été investi d'une quelconque responsabilité par le Congrès. 7. Doter le pays d'une véritable administration dont l'ossature sera constituée par un département chargé de la comptabilité et du patrimoine pour être conforme avec les exigences souvent répétées par la Cour des comptes. Et deuxièmement, un département chargé de l'administration générale et du personnel, quelque chose qui nous fait en effet cruellement défaut. Mohamed Bazoum a aussi levé un coin du voile sur le volte-face du MNSD dans la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et la dégradation progressive des rapports du PNDS avec son allié d'hier, le parti Lumana, et ce malgré toute la patience dont le parti Rose a fait montre. Le président par intérim du PNDS Tareya a en outre salué le courage et la hauteur de vue des poids lourds du MNSD et de Lumana qui ont fait preuve de sens de l'honneur et qui ont décidé de soutenir le président de la République dans la mise en œuvre du programme de la Renaissance. A noter que sur les 25 partis amis de l'extérieur représentés à l'ouverture du Congrès et la trentaine des partis alliés du PNDS, une quinzaine d'interventions a été entendue, tantôt faisant l'éloge des qualités du président de la République Issoufou Mahamadou, qui s'impose comme un leader incontournable de la sous-région, tantôt pour féliciter et encourager le PNDS Tareya. Justement, plusieurs représentants des partis amis du PNDS Tareya du Niger et de l'extérieur se sont prononcés à l'occasion de l'ouverture de ce 6e congrès ordinaire de cette formation politique. Tous ont félicité et encouragé le PNDS tout en louant l'action du président de la République, Issoufou Mahamadou, à la tête de l'État depuis seulement 2 ans et demi. Permettez-moi d'adresser mes félicitations au président Issoufou
et à la direction du PNDS pour la façon dont ils gèrent les contradictions internes au peuple nigérien et les différents conflits sécuritaires qui agitent l'ensemble du Sahel. Nous suivons avec beaucoup d'admiration les ambitions tenaces du gouvernement vis-à-vis du développement et de l'aménagement équilibré de votre pays. Nous sommes également admiratifs de votre souci quotidien à l'endroit de chaque Nigérien par la politique des 3N et par beaucoup d'autres mesures sociales vis-à-vis de la jeunesse ou vis-à-vis des femmes. Nous sommes vraiment heureux de voir le président Issoufou aujourd'hui arriver à la tête de l'État. Parce que Issoufou, je n'ai pas la prétention de dire que c'est le meilleur d'entre vous, mais je le dis quand même que c'est le meilleur d'entre vous. Et je n'ai pas la prétention de dire que c'est le meilleur de la classe politique, mais je le dis, c'est le meilleur de notre classe politique. Issoufou est meilleur à moi, il est meilleur à toi, il est meilleur à lui, il est meilleur à tous les responsables des partis politiques de la classe politique. C'est grâce à sa puissance organisationnelle et sous l'impulsion de son leader avisé, son Excellence Issoufou Mahamadou, que le PNDS Tareya a pu et su se hisser à la première place parmi les nombreuses formations politiques de notre pays. Ce qui, à l'évidence, ne pouvait que lui valoir la confiance du peuple souverain qui lui a confié logiquement son destin à l'issue des scrutins présidentiels et législatifs de 2011. Il n'est pas superflu de rappeler que c'est avec brio que votre candidat a remporté l'élection présidentielle et investi dans la plus haute fonction de l'État le 7 avril 2011 et que votre parti est sorti premier des législatives avec un nombre inédit d'élus de la nation. C'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux d'être parmi vous, non seulement en cet instant solennel, mais aussi et surtout parce que le PNDS Tareya incarne le changement tant espéré par nos masses laborieuses. Depuis le 13 août 2013, date de la formation du deuxième gouvernement de la 7e République, les Nigériens ont massivement marqué leur pleine et totale adhésion à la politique de rassemblement et d'unité nationale, toujours voulue et prônée par son Excellence Elhaji Mahamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État. En ce qui concerne notre parti, le MNSD Nassara, cette initiative a fait l'objet d'un long processus d'échange entre notre formation politique et les mandataires de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ainsi, le 25 juillet 2013, notre parti, le MNSD Nassara, a décidé en toute responsabilité et à l'unanimité des membres du bureau politique national d'adhérer à la formation du gouvernement d'union nationale. Cette vision, du reste largement acceptée par l'essentiel de la classe politique nigérienne, s'est traduite par la mise en place d'un gouvernement de très large ouverture qui œuvre aujourd'hui plus que jamais et inlassablement pour la sauvegarde et la consolidation des acquis démocratiques ainsi que le développement durable de notre pays. Comment peut-il en être autrement, d'autant que ce gouvernement jouit d'une confiance et d'une légitimité indéniables, comme l'a du reste confirmé le vote de confiance de l'Assemblée nationale du 9 novembre dernier. Ce choix, mesdames et messieurs, nous l'assumons avec responsabilité et détermination,
parce qu'il cadre parfaitement avec les intérêts supérieurs de notre pays. Car en politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais toujours entre le pire et le moindre mal. Le leader politique n'est pas un faiseur de miracles, encore moins un gladiateur d'État moderne. Il est au mieux, quand les conditions de la société le permettent, un citoyen conscient des enjeux du moment. À l'occasion justement de ce 6e congrès, l'enjeu pour les militants du PNDS Tareya est justement de préserver votre unité et votre cohésion pour mieux affronter l'adversité. Vos adversaires sont en face, pas en votre sein. Vous avez besoin de tous et vous devez faire une place à chacun. Depuis plus de 4 mois maintenant, des militants de Lumana sont voués aux gémonies, au seul motif qu'ils ont décidé de servir leur pays et non un homme. Malheureusement, depuis quelques semaines, c'est au tour du président de la République, de certains responsables de partis qui sont victimes d'attaques ethno-régionalistes et fascistes. Des insultes en tout genre, provenant parfois même de hauts responsables de notre parti. Nous déplorons, nous condamnons et nous réprouvons ces comportements. Nous demandons à tous de ne pas rendre ces insultes. À l'intérieur du pays, le ministre de la Santé publique, Manoua Gali, se trouve dans la région d'Agadez. Il entreprend une mission en profondeur au niveau de cette région en compagnie du gouverneur de la région et des 4 de son département ministériel pour s'enquérir du fonctionnement des structures sanitaires. Hachim Mohamed, Nassir Nakakali. Il convient de noter d'abord que cette mission de suivi de la mise en œuvre du plan d'action annuel par les différentes structures sanitaires qu'effectue depuis hier dans la région d'Agadez le ministre de la Santé publique, Manoua Gali, lui permettra avec ses principaux collaborateurs qui l'accompagnent de s'enquérir en présence des autorités administratives municipales et les populations, d'apprécier concrètement les progrès enregistrés, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des plans d'action annuels, chercher ensemble avec les acteurs locaux les solutions aux insuffisances constatées ça et là. Le CSI du village de Balamba a consisté à la première étape de ce périple qui conduira le ministre de la Santé, Manoua Gali, au niveau des 16 formations sanitaires de la région. Les habitants de cette localité ont réservé au ministre Manoua Gali et sa délégation un accueil empreint de chaleur en organisant des manifestations de réjouissance à la devanture de cette ancienne case de santé transformée ici depuis 2009. Le ministre Manoua Gali a d'abord transmis aux habitants de Balama les salutations fraternelles du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, et du Premier ministre, chef du gouvernement, Birji Rafini, avant de visiter les CSI où il s'est intéressé aux indicateurs de son fonctionnement, avec comme centre d'intérêt le taux de fréquentation, les accouchements assistés, la disponibilité des médicaments, la qualité de l'accueil et des soins, le fonctionnement de la chaîne de froid et la participation communautaire. La délégation ministérielle a relevé au terme de ces visites l'insuffisance du personnel, l'absence de la clôture du CSI et les moyens roulants. Poursuivant son programme, le ministre et sa délégation ont visité un début d'après-midi dans les chefs-lieux de la commune rurale d'Adarbi Sanat, les CSI de cette ville, qui reçoit des malades en provenance de tous les départements. L'équipe est dirigée par un médecin assisté par un personnel composé de 80% de stagiaires et de bénévoles. La mission a longuement discuté avec les responsables à tous les niveaux pour rendre les prestations de ces centres plus performantes. Des engagements ont été pris devant le ministre Manoua Gali dans ce sens. Le ministre de la Santé publique a déploré les accouchements à domicile très élevés dans la zone d'Adarbi Sanat. À cette étape, le préfet d'Adarbi Sanat, Moussa Asman, a été félicité par le ministre pour ses multiples initiatives en faveur de cette formation. La mission a pris bonne note du chapelet de doléances exprimées par le personnel. En route pour le département d'Engal, la délégation ministérielle a effectué un arrêt à Chinagarov. Les habitants de cette localité, très éloignés des formations sanitaires, ont sollicité la création d'une case de santé. Le ministre de la Santé publique a invité les techniciens qui l'accompagnent de mener des réflexions dans ce sens en collaboration avec les autorités municipales sur la possibilité de réaliser cet ouvrage. À Tchintaborak, la prochaine étape, le CSI est bien entretenu. La fréquentation est jugée bonne dans l'ensemble. C'est pratiquement dans la nuit et grâce à l'éclairage des phares des véhicules que la mission du ministre de la Santé publique a visité les cases de santé d'Amatatal
et de Chimomanen. À ce niveau également, la mission a été chaleureusement accueillie par les populations en présence du préfet Dingal Abdoudari. Mano Gali a rassuré au terme de sa mission marquée par des rencontres directes avec les populations, du soutien du président de la République et sa détermination de développer notre pays. Mano Gali n'a pas manqué de développer d'autres sujets d'intérêt public, notamment la sécurité, le respect de l'autorité et le renforcement de l'unité nationale. Le CSI d'Ingal a été visité en fin de soirée. Les ministres et sa délégation ont été édifiés sur la bonne présentation du médecin en charge de cette formation. Le ministre a mis à profit cette visite pour présenter à la population d'Ingal l'ambulance médicalisée, un don d'une société de recherche minière dans la zone en appui au programme du président de la République offert au département d'Ingal au même titre que celui de Chirozérine et de Frouane. Mano Gali a insisté sur son entretien avant de remettre officiellement les clés aux responsables de ces CSI. Oui, justement, le ministre de la Santé publique, Mano Gali, a réceptionné hier donc matin à Agadez toujours 3 ambulances médicalisées, dont d'une société de recherche minière de la place aux communes d'Ingal, Tirozérine et Ifrouane. La cérémonie s'est notamment déroulée en présence du gouverneur de la région, Mohamed Madou et Ibrahim Mariko. Les communes d'Ingal, Tirozérine et Ifrouane sont désormais à l'abri des problèmes récurrents d'évacuation sanitaire de leurs malades. Une société de recherche minière de la place met à leur disposition 3 ambulances médicalisées bien équipées. Ce geste humanitaire se veut un appui au programme du président de la République dans sa politique sectorielle de promouvoir une bonne santé des populations. Le don a été officiellement réceptionné hier à Agadez par le ministre de la Santé publique Mano Gali en mission de travail dans la région. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur d'Agadez, le colonel-major Garba Mikido, du SGA et des représentants des populations bénéficiaires. En remettant les clés et les documents des 3 ambulances médicalisées à l'autorité régionale, le ministre de la Santé publique a déclaré que cet appui logistique a été obtenu grâce aux efforts personnels du président de la République, El Hadji Issoufou Mahamadou. Il devait ensuite lancer un appel aux bénéficiaires afin d'utiliser à bon escient ces précieux outils de travail pour nos formations sanitaires. Ces ambulances rentrent dans le cadre du programme du président de la République de promouvoir une bonne santé de nos populations. Si la société RIS GPB a aidé à acquérir ces ambulances, il faut dire que ces ambulances ont été obtenues grâce aux efforts personnels du chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour la santé de la population nigérienne de façon générale. Monsieur le gouverneur, ça ce sont les clés et les documents. C'est des ambulances médicalisées. Ils sont bien équipés et c'est l'occasion pour moi d'appeler les agents de la santé qui vont utiliser ces ambulances, les conseils communaux, les préfets, tous les agents de l'État à utiliser ces ambulances uniquement au profit des populations. Ce geste, dira pour sa part le gouverneur d'Agadez, va droit au cœur des bénéficiaires. Il représente une bouffée d'oxygène pour les populations d'une région qui occupe 52% du territoire national. Le colonel-major Garba Mikido n'est pas resté insensible à cette marque d'intérêt. Je voudrais, au nom des populations de la région d'Agadez et au nom des populations des communes bénéficiaires de ces ambulances médicalisées, vous remercier pour cette attention particulière pour la région d'Agadez. Monsieur le ministre, comme vous le savez, la région d'Agadez fait 52% du territoire. C'est pour vous dire combien ce geste du chef de l'État nous va droit au cœur, parce qu'elle rentre dans le cadre justement d'apporter ou d'améliorer le bien-être de nos populations dans des contrées très éloignées, et très enclavées, et où les soins de santé de base certes existent, mais par manque de spécialistes dans ces zones reculées, nous sommes contraints de les évacuer vers les grands centres
en vue d'une prise en charge beaucoup plus améliorée. Enfin, le gouverneur d'Agadez, le colonel-major Garba Mikido, remettra à son tour les jets des clés et documents des 3 ambulances au directeur régional de la santé publique. Et l'ONG Relève International a procédé hier à Konni à la remise d'un important lot de médicaments et matériel médical. Ce don d'une valeur de 114 millions de francs CFA destiné au district sanitaire de Konni a été réceptionné par le gouverneur de la région de Tawa, Mohamed El Mokhtar Leolissini. Selon la représentante de l'ONG, Relief International est une organisation humanitaire à but non lucratif spécialisée dans l'urgence, l'assistance au développement et dans la mise en œuvre des programmes en faveur des communautés vulnérables à travers le monde. Les projets santé sexuelle et reproductive d'un montant de près de 800 millions de francs CFA financés par l'Union européenne, mis en œuvre par Relief International en partenariat avec l'ONG nationale ISCV Tatali Rayouya, rentre dans ce cadre. Il a pour objectif d'améliorer l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive de qualité pour les populations des départements de Konni et Malbaza. La présente cérémonie a pour but de remettre officiellement dans le cadre de ces projets cet important don en médicaments et matériel médical d'une valeur de 174 millions de francs CFA qui vient compléter une première tranche de 20 millions de francs CFA réceptionnée au mois de juin dernier. Dans leur intervention, le maire de Birnin-Konni et le préfet de Konni ont salué les gestes de l'ONG avant d'appeler les utilisateurs à faire bon usage de ce don afin que l'objectif visé soit atteint, c'est-à-dire l'amélioration de la santé des populations. Dans son intervention, le gouverneur de la région a rappelé plusieurs autres réalisations de l'ONG Relief International, comme la création de 5 clubs d'écoute et leur équipement dans le cadre de la sensibilisation en santé de la reproduction. Barmou Salifou devait ensuite se réjouir du présent don qui améliorera les prestations en matière de santé de la reproduction avant d'exprimer sa gratitude à l'ONG et à l'ensemble des partenaires techniques et financiers de la région. Pour le gouverneur, l'atteinte des objectifs du millénaire en matière de santé constitue une des priorités des autorités de la 7e République, au premier rang, son Excellence le Président de la République, Issoufou Mahamadou. D'où le recrutement massif à la fonction publique du personnel de santé, tout corps confondu. Avant de terminer son propos, le gouverneur a donné toutes les assurances que ces produits iront aux légitimes bénéficiaires et seront utilisés à bon escient. De la santé, passons à la paix. Lancement à Walam du programme d'identification et de validation des projets financés dans le cadre du programme de relèvement dans les zones post-conflit de la région de Tillabéri. Et c'est le président de la haute autorité à la consolidation de la paix qui a présidé la cérémonie en présence du gouverneur de la région, Abdullah Soumana Jibono. Dans le discours qu'il a prononcé, le président de la haute autorité à la consolidation de la paix a indiqué que le président de la République, chef de l'État, Issouf Mahamadou, soucieux de la stabilité de la paix dans notre pays, a instruit la haute autorité à la consolidation de la paix à engager des actions urgentes pour faire face aux causes potentielles des conflits dans certaines communes sensibles. Le colonel-major Mahamadou Aboutarka a ensuite longuement expliqué l'objectif poursuivi à travers ces actions qui concerneront les communes d'Abala, Sanam, Filengue, Kourfey Centre, Imanang, Bani Bangou, Tondi Kiwindi, Bankilare, Gouroul, Ayuru, Anzuru et Inates dans la région de Tillabéri et le processus de sa mise en œuvre. Dieu merci, mesdames et messieurs, les conflits sont rares et l'essentiel de la situation grave de cette zone est derrière nous depuis la résolution des problèmes du Nord Mali. Pour le moment, pour la haute autorité à la consolidation de la paix, il s'agit d'intervenir de façon à renforcer la résilience des communautés à travers des initiatives socio-économiques qui visent le renforcement des services sociaux de base et l'autosuffisance alimentaire. Ces actions représentent également la contribution de la haute autorité à la consolidation de la paix, à l'accélération de l'initiative 3N. À l'intérieur du package qu'on va donner aux communes, il est également prévu un volet d'appui
aux actions sécuritaires, aux actions de patrouilles mixtes, qui sont une nécessité, qui continuent à être une nécessité dans cette zone. Pour la mise en œuvre de ces actions, de cette initiative, un protocole d'accord va être signé avec les différentes communes. Il définit les engagements entre les différentes parties contractantes ainsi que les modalités opérationnelles et financières de son exécution. Pour la région de Tillabéri, 12 communes sont concernées par cette opération pour un montant de 144 millions de francs entièrement financés sur le Trésor national. Intervenant pour sa part peu après le mot de bienvenue du maire de la commune urbaine de Walam, le gouverneur de la région de Tillabéri se réjouit de l'aboutissement de ce processus. Assimi Diabri a rappelé les importantes actions déjà réalisées par la haute autorité à la consolidation de la paix dans la région de Tillabéri, notamment la caravane de sensibilisation qui a sillonné la région de Tillabéri et le récent forum présidé par le Premier ministre et chef du gouvernement ici même à Tillabéri. Assimi Diabri a réitéré ses sincères remerciements à la haute autorité à la consolidation de la paix pour tous ses efforts au profit des populations. Les rideaux sont tombés hier à Tawa sur les travaux de la réunion des cadres des enseignements professionnels et techniques. C'était sous la présidence du ministre de tutelle Chebou Naïna en présence des autorités régionales. Hawa Mamoudou, Yazirabiou. 2 jours durant, cette rencontre a été marquée par des échanges édifiants, directs et sincères. L'esprit de responsabilité qui a animé les cadres et acteurs du sous-secteur et la volonté commune et bien partagée en vue d'amener le sous-secteur de l'enseignement technique et la formation professionnelle à relever les défis du développement de compétences au Niger, a pu constater avec satisfaction le ministre Chebou Naïna. Je puis espérer que les résultats de nos travaux serviront à renforcer davantage notre sens de responsabilité, de créativité, pour que dans une synergie d'action, notre sous-secteur atteigne les objectifs qui lui ont été assignés par la déclaration de politique générale du Premier ministre, et cela conformément au programme de renaissance de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, M. Issou Mahamadou. C'est dire donc que les différentes mutations que connaît le ministère, avec l'appui croissant de l'État et des partenaires au développement, que nous saluons au passage, nous commandent tous de nous inscrire dans la logique de la participation responsable. Cela permettra à la formation professionnelle et technique de répondre avec résolution et détermination aux défis du développement des compétences pour la croissance du Niger. Le ministre a saisi l'occasion pour remercier les autorités administratives et coutumières de Tawa pour leur mobilisation sans faille à la tenue de cette réunion. À la fin, les participants ont formulé des résolutions liées ici par un participant. La réunion des cadres du ministère des enseignements professionnels et techniques tenue à Tawa du 26 au 27 décembre 2013 recommande à l'État 1. D'accélérer le processus de transfert des compétences et la déconcentration à travers la représentativité du ministère des enseignements professionnels et techniques au niveau départemental et communal. 2. De modifier et compléter les textes régissant les collectivités territoriales pour tenir compte du transfert des compétences et des ressources en vue de financement effectif des CFDC. À l'endroit du ministère des enseignements professionnels et techniques. 1. D'accélérer l'opérationnalisation effective du département de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique à l'école normale supérieure de Niamey. 2. D'accélérer la mise en œuvre du plan de formation du ministère. 3. D'accélérer le processus d'autonomisation des établissements de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique. 4. D'accroître conséquemment les moyens de fonctionnement des structures nationales déconcentrées et rattachées. Et enfin 5. D'améliorer davantage les conditions de travail des formateurs dans les établissements de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique. À noter aussi que le ministre a mis à profit son séjour à Tawa pour visiter les services relevant de son ministère. C'est ainsi qu'il s'est rendu successivement à la Direction régionale des enseignements professionnels et techniques, à l'inspection et à la plateforme d'information et d'orientation des jeunes. Partout où le ministre est passé, d'amples explications lui ont été fournies par les responsables en charge de ces services. Aucun problème majeur n'a été signalé.
Retour à Niamey avec la 5e caravane de sensibilisation et de conseil de dépistage volontaire du VIH-Sida au profit des agents de forces de défense et de sécurité qui a été lancée hier après-midi dans la région de Niamey au camp Bagaji IA. Et c'est le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, qui a présidé la cérémonie aux côtés du commandant de la zone de défense numéro 1, Gérard Abdelaziz. La caravane de sensibilisation et de conseil de dépistage volontaire du VIH-Sida au profit des forces de défense et de sécurité pour le compte de la région de Niamey a été lancée ce vendredi après-midi. Pour cette 5e édition, c'est à chaque région d'organiser sa propre caravane. Cette année, la décision de décentraliser cette mobilisation et de mener la caravane au niveau régional est louable car elle prend en compte les spécificités de chaque région. C'est le lieu ici pour moi de remercier le Comité national de lutte contre les IST VIH-Sida au sein des forces de défense et de sécurité pour l'appui constant, les partenaires techniques et financiers, la direction régionale de la santé publique, la coordination régionale intersectorielle de lutte contre le sida de Niamey pour leurs conseils avisés, ainsi que les commandements des forces de défense et de sécurité de la région de Niamey pour leur soutien au comité régional FDS de lutte contre le sida. C'est à l'occasion de la 26e journée mondiale de lutte contre le sida qui a cette année encore pour thème « Zéro nouvelle infection, zéro stigmatisation et zéro décès au sida d'ici 2015 » qui a organisé cette caravane. Il vous souviendra, mesdames et messieurs, que le président de la République, chef de l'État, président du Conseil national de lutte contre le sida et chef suprême des armées, son Excellence Mahamadou Issoufou, s'était déjà engagé personnellement dans cette lutte pour l'atteinte de l'objectif zéro sida de la campagne mondiale contre le sida de cette année. Pour ce qui est des FDS, des résultats probants ont été obtenus et concernent la réduction drastique de la séroprévalence qui passe de 3,8% en 2002, selon l'enquête de Caire, à 1,7% en 2008, selon l'enquête de surveillance de seconde génération sur le VIH-Sida, et à 0,4% en 2011. À titre comparatif, la séroprévalence chez les professionnels de sexe était de l'ordre de 25,4%. Cette séroprévalence a passé de 20,9% en 2008 à 17,3% en 2011. Néanmoins, il me semble qu'il faille plus que jamais doubler de vigilance quand la séroprévalence est très basse dans un groupe donné pour éviter de nouvelles infections. La caravane va sillonner toutes les casernes militaires de la région de Niamey. Dans ce cadre et dans les 8 régions du Niger, les forces de défense et de sécurité ont eu l'appui des partenaires techniques et financiers du comité interministériel de lutte contre les IST-VIH-Sida. Lancement également hier à Difa des activités entrant dans le cadre de la journée spéciale de lutte contre les IST-VIH-Sida au sein des forces de défense et de sécurité. Des précisions avec Adraman Boukari et Adraman Maazou. Organisé par le comité interministériel de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose au sein des forces de défense et de sécurité, cette journée spéciale de lutte contre le sida marque ainsi le début d'une vaste campagne de sensibilisation de masse au sein des forces de défense et de sécurité de la région de Difa, mais aussi le départ d'une caravane qui passera au sein des unités et positions des FDS en vue du dépistage volontaire d'au moins 500 agents. La cérémonie de lancement officiel des activités entrant dans le cadre de la célébration de cette journée, intervenue ce matin sous le haut patronage du gouverneur de la région de Difa, M. Yakoubou Soumana Gao, a été d'abord marquée par une série de prestations artistiques animées par l'orchestre Komadougou et un défilé des différentes unités des forces de défense et de sécurité pour magnifier une fois de plus tout leur engagement à accompagner cette bataille et rendre ces journées de caravane plus profitables afin de répondre aux objectifs du thème de la journée mondiale SIDA 2013 qui est relatif aux 3 zéros, à savoir 0 nouvelle infection à VIH, 0 discrimination et 0 décès lié au SIDA. L'occasion donc pour le commandant médecin Ali Inoussa, coordonnateur régional de lutte contre le SIDA, le paludisme et la tuberculose au sein des FDS dans sa note introductive à cette cérémonie, après avoir expliqué amplement à l'assistance l'objectif poursuivi à travers la célébration de cette journée, de rappeler que le taux de séroprévalence au sein des FDS,
qui était de 3,80% en 2002, a selon une dernière enquête EDSN 2012 baissé de 0,40%. Preuve a-t-il indiqué des différents efforts engagés au sein des FDS dans le cadre de la lutte contre la pandémie du sida. Abondant dans le même sens, le commandant de la zone de défense numéro 5, le colonel Sofiani Munkaila, président du comité régional de lutte contre les IST-VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose au sein des FDS, n'a pas manqué de rappeler à ses vaillantes forces que le métier des armes, plus que n'importe quel autre métier, nécessite des personnels capables de canaliser toute leur énergie pour faire face aux multiples contraintes qu'exige celui-ci. Les menaces nouvelles et multiformes auxquelles doivent faire face les FDS aujourd'hui, a-t-il ajouté, exigent d'elles un parfait état de santé leur permettant d'assumer pleinement leur rôle. Intervenant à son tour, le gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumana Gao, a de prime abord brossé à l'assistance le bilan de la riposte aux IST-VIH-Sida au sein des forces de défense et de sécurité qui, grâce aux multiples efforts consentis dans ce sens, a significativement baissé. C'est pourquoi il a saisi cette occasion pour réitérer ses sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à l'atteinte de ces résultats. Signalons enfin que cette série d'interventions a par la suite donné place au lancement officiel du dépistage volontaire, anonyme et confidentiel qui se poursuivra très prochainement dans toutes les différentes unités des forces de défense et de sécurité de la région de Difa. Retour à Agadez où la police nationale a intercepté 3 minibus de marque Yass en provenance de Zender avec à leur bord des dizaines de femmes et d'enfants mineurs. Ces passagers soupçonnés d'entretenir des réseaux de migration clandestine vers l'Algérie sont en majorité originaires du département de Matamé. Ils ont été présentés ce matin aux autorités régionales. On retrouve le compte-rendu de Mohamed Madou et Ibrahim Marikou. Décidément, le phénomène de l'immigration clandestine ne cessera pas de si peu de défrayer la chronique dans notre pays. Malgré les mesures drastiques de prévention prises suite au drame survenu récemment en plein Sahara au nord d'Arlit, où 92 de nos compatriotes en partance pour l'Algérie étaient morts de soif dans des conditions épouvantables, les mouvements migratoires vers ce pays limitrophe ne semblent guère baisser d'intensité. Ils deviennent plutôt monnaie courante, défiant du coup le dispositif exceptionnel de sécurité déployé au niveau des barrières des postes de police. Malheureusement, la région d'Agadez, de par sa position géographique, sert de plaque tournante d'un fléau qui gangrène les fondements de la société nigérienne. La preuve vient d'être administrée avec l'interception à l'entrée sur la route de Zender et à la sortie sur l'axe Agadez-Arlit de 3 haïs transportant des passagers en situation irrégulière. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En une seule semaine, 120 personnes, dont 51 jeunes enfants mineurs et 32 femmes sont tombées entre les mailles des éléments de la direction régionale de la police nationale. Ils sont en majorité originaires du département de Matamei et prétendent se rendre à Arlit en quête d'une vie meilleure. Le secrétaire général adjoint de la région, Abdourahmane Moussa, était au commissariat pour constater les faits et prodiguer des conseils de sagesse à ceux qui s'entêtent à alimenter les réseaux de traite d'enfants ou de migration clandestine. Le commissaire Abdoulaye Maman Miji Yawa, DRPN adjoint, explique. En fait, il s'agit d'un phénomène qui est là, à Agadez. Nous, depuis notre arrivée à Agadez, nous avons remarqué chaque semaine qu'il y a au moins un véhicule qui est interpellé et conduit au niveau de la direction régionale de la police par nos éléments en poste au niveau de la route Zender. La plupart, la destination c'est Arlit. Et cette semaine, on a atteint le summum avec 121 personnes, dont 51 mineurs et 32 femmes. Donc c'est plus un réseau de trafic de personnes qui est là, mais que nous sommes en train de démanteler et avec les moyens de bord. À l'heure actuelle, les minibus sont immobilisés et gardés dans l'enceinte du commissariat d'Agadez en attendant d'organiser le retour vers leurs localités respectives des passagers sauvés d'une aventure aux conséquences incalculables. La direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant participera en collaboration avec ses partenaires traditionnels à la prise en charge de ces cas sociaux. Madame Abdourahaba Hawa. Pour la région d'Agadez à elle seule, elle ne peut pas venir à bout de cette situation. Donc il faut vraiment que nous conjuguons nos efforts avec la région de départ de ces femmes et de ces enfants.
Et on ne parle pas de traite pour le moment, on ne sait pas exactement. Et ces femmes-là, elles sont en déplacement avec leurs enfants. Elles vont en partance sur l'Algérie, c'est ce qu'elles ont affirmé. Ça fait la 3e vague que nous avons accueillie cette semaine-là. Nous avons l'ONG EPAD qui va intervenir, donc il va nous appuyer. Et aussi avec les fonds que nous avons au niveau de la direction, les fonds d'aide et secours. Donc on va les prendre en charge sur le plan alimentaire et les frais de transport seront pris en charge par l'ONG EPAD. Ouverture ce matin au centre Amir Sultan de Niamey d'un atelier national de validation du 5e rapport sur les comptes nationaux de la santé, et c'est le directeur des études et de la programmation du ministère de la Santé publique qui a présidé la cérémonie. Ismaël Douda, Issaka Issa. C'est pour accompagner l'État nigérien dans ses efforts de réforme du système de santé qu'un rapport des comptes nationaux de santé au titre de l'année 2011 a été élaboré par le ministère de la Santé publique en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Cette option s'est traduite par l'adoption en 2012 de la stratégie nationale de financement de la santé. Aussi, dans le contexte actuel de la rareté des ressources, il est indispensable d'adopter des stratégies conséquentes pour assurer l'efficacité de leur utilisation. C'est pourquoi l'OMS, en collaboration avec les autres partenaires techniques et financiers, soutient les États membres dans l'élaboration des comptes nationaux de la santé. Avoir donc des comptes nationaux de santé permettra une meilleure orientation des dépenses de santé. Et le ministère de la Santé publique ne ménagera aucun effort pour assurer la régularité du processus de son élaboration. L'institutionnalisation des comptes nationaux encouragera la poursuite de la contribution de l'outil à la formulation des politiques en fournissant des informations régulièrement mises à jour pour augmenter l'efficacité des programmes de santé ciblés. Une mesure de succès de l'institutionnalisation des comptes nationaux est lorsque l'activité est produite périodiquement et financée en totalité par le gouvernement, et quand l'emploi des comptes nationaux de la santé sert à mettre en œuvre une réforme effective du système de santé. Au fil des ans, les données permettront également d'analyser les tendances, de contrôler et d'évaluer l'impact des interventions pour la réforme. À ce sujet, le ministère de la Santé se lancera dans la régularité du processus d'élaboration des comptes nationaux avec l'implication et la responsabilisation de tous les acteurs concernés. Ainsi, après des échanges fructueux, ce 5e rapport des comptes nationaux de santé sera validé et permettra au ministère de la Santé publique de mieux gérer ses dépenses de santé. Cérémonie d'ouverture à Zander, cette fois-ci les travaux d'un atelier de vulgarisation du guide national d'élaboration du plan de développement régional. Des détails avec Lawali Chilo et Faji Pokar. En effet, le ministère du Plan, de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, fidèle à ses attributions et conformément à la feuille de route pour la mise en œuvre du PDS 2012-2015, a engagé un processus participatif qui a abouti à l'élaboration d'un cadre méthodologique pour la formulation, la mise en œuvre et le suivi et évaluation du plan de développement régional PDR. C'est ainsi, à travers cette démarche, le régime de la 7e République manifeste clairement sa volonté de voir devenir effective la territorialisation de sa politique de développement. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de la région de Zander, Albert Kalzoum Marou, dira que cette option de système de développement faite par le Niger semble être la voie la plus dynamique pouvant conduire à un développement équitable qui l'amènerait de surcroît sur le chemin de la croissance tout en confortant la promotion de sa démocratie à la base. Aussi, cette démarche qui implique pleinement le Conseil régional sera à n'en point douter le gage d'une véritable appropriation, laissant ainsi augurer des chances d'une meilleure maîtrise d'ouvrage au cours du processus d'élaboration du PDR et surtout de sa mise en œuvre et de suivi et évaluation devait indiquer le secrétaire général. Albert Kalzoum Marou d'ajouter que le plan de développement régional sera un instrument de mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS 2012-2015 au niveau régional, ce qui lui confère encore une grande signification et met davantage à relief l'ampleur de la responsabilité des élus régionaux. Le secrétaire général de la région de Zander n'a pas manqué
au nom des plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et à celui de la population de la région de Zender, d'adresser ses vifs remerciements au Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF pour avoir financé ce présent atelier. Notons qu'auparavant, le président du conseil régional de Zender, Outar Ousmane, a rappelé que de la maîtrise de ces outils méthodologiques par les principaux acteurs de la décentralisation, en premier lieu les conseillers régionaux, dépendra la pertinence du plan qui sera élaboré et donc aussi celle de la politique de développement économique et social et culturel qui sera conduite par les conseillers dans leurs régions respectives. Quant aux représentants du ministère du Plan, de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, M. Harou Abdou s'est apaisanti sur la démarche pour l'élaboration du guide de formulation du plan de développement régional qui a mobilisé la contribution des acteurs régionaux, gouvernorats, présidents des conseils régionaux, directeur régional de plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, municipalités, mais aussi nationaux, ministères et autres institutions, ainsi que les organisations de la société civile, dont celles des jeunes et des femmes et les partenaires techniques et financiers. Notons que cet atelier durera 2 jours. À Niamey, célébration de la 3e édition de la Journée nationale du contribuable. Elle est célébrée par l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, ANCC, et le syndicat national des agents des impôts SNAI. Elle a pour thème cette année contrôle fiscal, véritable outil pédagogique pour la satisfaction du contribuable. Djouari Saka, Abdullah Hamidou. Cette 3e édition de la Journée nationale du contribuable célébrée par l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance et le syndicat national des agents des impôts a un cachet particulier. Faire savoir aux contribuables que le contrôle fiscal est indispensable au développement socio-économique. Si encore cette année, notre syndicat, le SNAI, dans un esprit de responsabilité et de grandeur, a bien voulu accompagner l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance dans son élan idéal noble de renforcement de l'esprit civique au Niger, c'est parce que nous avons conscience et partageons la conviction que c'est véritablement la voie salutaire pour le développement socio-économique de notre pays. La soumission aux dispositions et lois réglementaires par le contribuable va contribuer à l'instauration d'un esprit civique. Choisissant le thème de la présente journée, contrôle fiscal, véritable outil pédagogique pour la satisfaction du contribuable, nous visons simplement à renforcer le climat de confiance entre agents des impôts et contribuables, à encourager et stimuler les contribuables à s'acquitter de leurs obligations fiscales en conformité avec les textes en vigueur, à former les contribuables sur les procédures fiscales, à amener les agents des impôts pour écouter, comprendre et satisfaire les préoccupations et les incompréhensions des contribuables, à éviter le contentieux fiscal après les procédures régulières de contrôle fiscal censées aboutir sur un niveau de compréhension mutuelle, à accroître les taux du civisme fiscal et de recettes fiscales, bref, à contribuer à l'amélioration de la pratique fiscale dans les entités économiques sans que celle-ci ne soit le facteur de contrainte au développement et à la croissance de nos entreprises et sociétés productrices de la richesse nationale. Une conférence sur les thèmes était animée par un inspecteur principal des impôts afin de bien expliquer l'utilité du contrôle fiscal. Le contrôle en lui-même, il s'agit en fait d'une démarche qui est consécutive à la répartition des tâches par le législateur entre